tu le laisses allumer juste le temps pour l'ambiance et après tu peux arrêter. Chaudement aujourd'hui, on va se plaindre. Ah, je vais bien fraîche. Bonjour. Salut. T'as coupé les cheveux? Bonsoir à toutes et à tous. Le temps que ceux qui sont dans la salle s'installent et le temps de l'appel, ceux qui travaillent vont avoir le temps d'arriver, puisqu'il y en a 2 ou 3 qui ont 2-3 minutes de retard. J'avais vu Jean-Marie, je ne sais pas où il va s'asseoir. Kevin, peut-être tu peux faire l'appel. Bonjour à tous. Armand Rivière. Présent. Rachel Sacussi. Manuel Bourguin. Présent. Aurélie Mialon. Robert Vivares. Présent. Julie Garcin-Sodo. Procuration dans 200 Thomas Guiraud. Il arrive. Daniel Desmoulins. René Verdeil. Jean-Marie Bousquet. Présent. Marie Balestero. Présente. Daniel Azemar. Procuration M. Verdet. Xavier Moutou. Cécile Dos Santos. Elle arrive. François Castillo. Katia Siet. Georges Lopez. Procuration Mme Siette. Nadia Bentahar. Elle arrive, je pense. Patrick Elle Delbach. était aux ressources tout à l'heure. Nicole Vicente. Benoît Blanc. Anne Sutrade-Germain. Gilbert Castignera. Procuration à M. Guiraud. Elle arrive. Marie-Hélène Chassagne. Alain Vogel-Singer. Procuration à Mme Ford. Valérie Forme. Florent Cos. Et Myriam Santana. Procuration à M. Cos. Merci. Je vous propose donc de débuter l'ordre du jour par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 14 avril 2021. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès-verbal? Non. Donc je vous propose de le soumettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Et Cécile Dos Santos n'étant pas arrivée, elle était rapporteure de la question suivante, je vais m'en charger. C'est la désignation des membres de la Commission pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, qui n'est pas forcément une commission obligatoire, mais qui existait les mandats précédents, donc nous avons souhaité reconduire, selon un appel à candidature, comme nous l'avons fait précédemment pour d'autres commissions. Donc je vais vous lire la composition. Les membres de droit ou le membre de droit, le maire ou son représentant, en l'espèce ce serait Julie Garcin-Sodo. Le collège des élus, donc Cécile Dos Santos, Nadia Bentahar, Xavier Moutou, Marie Balestero et une place pour la minorité municipale si elle le souhaite. Vous nous indiquerez... C'est Valérie Forme ? D'accord, Valérie Forme. Donc le collège des personnalités qualifiées, Yves Ferrando, représentant de l'AFP France Handicap. C'est l'APF, c'est l'inverse, c'est APF, France Handicap. Monsieur Christian Varro, monsieur Patrick Mounis, madame Espérance Mounis et monsieur Jean-Camille Palmier, qui était le mandat précédent le titulaire de la délégation municipale et qui a accepté d'y siéger et de donc faire le suivi ou la transmission des informations et du travail qui avait été fait le mandat précédent. S'il n'y a pas d'observation ou de questions particulières, je vous propose de le soumettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Donc le point 3 est la mise à disposition de l'immeuble du 10 rue Massillon au Centre communal d'action sociale. Et je propose à Dany Demoulin de le présenter. Bonsoir. Il est rappelé au Conseil municipal la délibération du 18 décembre 2019 concernant le PV de mise à disposition de l'ensemble des biens meubles et immeubles relatifs à la compétence petite enfance au CCAS de Pézenas, dans le but d'améliorer le fonctionnement des services et l'accès à la population. La ville souhaite la relocalisation du CCAS dans des bureaux indépendants et met à disposition du CCAS l'immeuble du 10 rue Massillon pour y déménager les services du CCAS. Il est donc demandé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer avec le CCAS le procès-verbal que vous avez ici joint de mise à disposition de l'immeuble 10 rue Massillon à compter du 1er janvier 2022. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations particulières sur cette mise à disposition? Non. Donc je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc merci pour l'unanimité.
Le point 4 est le projet éducatif de la ville de Pézenas et je propose à Aurélie Mialon de le présenter. Merci. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet éducatif de la ville de Pézenas qui définit les orientations de la ville et les services porteurs de son action éducative dans les domaines de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Vous avez tous eu le document. La ville de Pézenas souhaite pouvoir travailler autour de 3 thématiques fortes et prégnantes sur son territoire: la découverte du patrimoine et de la culture, la sensibilisation au développement durable et à la transition écologique, la construction citoyenne et l'éducation populaire. Le projet éducatif de la ville de Pézenas est un document cadré, fondé sur une approche transversale qui recense les ambitions de la politique éducative de la ville de Pézenas autour d'enjeux partagés avec nos partenaires éducatifs. Ce projet éducatif a enfin pour but d'aider à l'élaboration des projets pédagogiques et d'orienter les actions que les équipes devront mener, ainsi que servir de fil conducteur aux actions des services municipaux et à leur intégration dans les projets partenaires. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations particulières sur ce document? Marie? Oui, juste sur la mention transition écologique, elle apparaît sur la première page. Ce serait chouette qu'elle apparaisse sur la deuxième page. Pourquoi la transition écologique, hein? On en a un petit peu parlé en réunion tous ensemble, mais c'est intéressant que les spectateurs sachent de quoi il s'agit, puisque la transition écologique, c'est pas un concept étatique, hein, mais c'est bien un concept mis en place par Rob Hopkins, qui peut-être nous fera l'honneur de sa présence au Festival des idées au mois d'octobre, en tout cas on l'espère. Et qui donc met en avant à la fois la résilience locale, l'économie en boucle et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier du CO2. Donc ce sont des principes qui se basent sur la permaculture, les usages dans les villes et bien sûr la résilience alimentaire. Donc la transition écologique a vocation à aborder tous ces secteurs. Et il est très important que nos enfants puissent construire le monde de demain avec ces valeurs qui sont un autre monde qu'on nous propose, un autre monde que celui qui nous est proposé à l'heure actuelle. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci, effectivement. Il manquait à l'axe 2, après développement durable et transition écologique. Ça sera rajouté puisque c'est le point 2 des thématiques qui sont sur la première page et qui effectivement n'a pas été reproduit ou copié-collé comme il le faut sur la seconde page. Je propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons au point 5, la convention entre la ville de Pézenas et l'association Temps d'Expo. Je propose à Robert Vivarès de le présenter. Merci, bonsoir à tout le monde. Monsieur le maire informe donc le conseil municipal que la ville de Pézenas envisage de signer une convention avec la jeune association Temps d'Expo pour une durée de 3 ans, qui va organiser pour la première fois à l'automne 2021 un festival photo annuel d'une durée de 15 jours. La ville de Pézenas soutient cette initiative en validant le calendrier de mise en œuvre, en mettant des salles, d'exposition notamment, à disposition pour toute la durée du festival, ainsi que le cinéma et un projectionniste pour une soirée, en accompagnant techniquement certains accrochages, en fournissant l'apéritif d'inauguration, en mettant à disposition un agent d'accueil dans un des lieux d'expo et en faisant la promotion de l'événement sur ces espaces de communication. Il est ainsi proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention afférente que vous avez dû recevoir. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations particulières? Donc je propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Le point 6 et le point 7, je vais les présenter, mais nous avons déjà eu à en parler au précédent conseil municipal. Il s'agit donc du 4 rue Jean-Jacques Rousseau, pour lequel la ville avait préempté sur une vente aux enchères les lots 1, 2, 3 pour ce qui est la question 6 et les lots 28, 30, 31 et 35 pour ce qui est la question 7. Les acquéreurs qui avaient acquis et gagné la vente aux enchères
ont fait un recours contre la préemption de la ville. La ville a perdu puisqu'il a été considéré qu'elle n'avait pas d'objet particulier pour la préemption, puisque ce n'était pas forcément dans les zones situées pour les métiers d'art ou pour l'installation de métiers d'art, qui est souvent la condition première pour laquelle on préempte, soit pour des fois de la mixité sociale, mais nous n'étions pas non plus dans ce cas-là. Donc après échange et discussions avec les acquéreurs et également parce qu'on possède une autre partie du bâtiment qui, elle, a été acquise de gré à gré, et parce que cet immeuble correspond à un certain intérêt dans ce quartier fournissant à la fois des commerces et des bureaux, nous sommes rentrés en discussion avec ces acquéreurs et nous sommes arrivés sur un terrain d'entente qui correspond au prix des domaines. Donc nous vous proposons de continuer l'acquisition de ces locaux, sachant qu'il restera encore des parties à acquérir, mais qu'en toute logique, nous devrions nous arrêter sur les parties bureaux et commerces. Et pour ceux qui connaissent l'immeuble, il y a un appartement au dernier étage. Il n'est pas pour l'instant question que nous allions jusqu'au dernier étage, jusqu'à l'appartement. C'est bien la partie économique de l'immeuble qui nous intéresse et dans un emplacement stratégique. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Donc je vais passer aux voix en deux fois, puisqu'il y a deux délibérations et deux parties prenantes différentes. Le point 6, qui est l'acquisition auprès de la SARL Saint-Roch Immobilier et à la SARL Sophie Good, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Et le point 7, c'est l'acquisition auprès de la Société immobilière Montpellier-Rennes et la SARL Valetti, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et je passe la parole à René Verdeil et à Frédéric Roy pour la décision modificative numéro 1 du budget principal. Donc, bonjour, ou bonsoir plutôt. Vous avez eu sur la clé USB tous les éléments concernant les décisions modificatives, budget principal, budget annexe. Et M. Roy va vous en présenter le détail que vous avez bien sûr regardé sur la clé. Bonsoir, merci M. Verdeil. Donc, bonsoir à tous. Donc, effectivement, une présentation brève et plutôt synthétique de la décision modificative numéro 1 présentée sur le budget principal. Donc, une décision modificative qui impacte les deux sections, section de fonctionnement et section d'investissement, avec un abonnement de crédit de 35 675 sur la section de fonctionnement, réparti donc sur 12 260 € d'ajustement sur les dotations de l'État en plus, et une reprise sur provision de 23 415 €. Donc équilibré en dépenses de fonctionnement par un abonnement de la ligne réservée aux admissions en non-valeur pour 23 415 € et 12 260 € de charges exceptionnelles. Sur la section d'investissement, un abondement de crédit nouveau de plus 890 143 € provenant donc des recettes d'investissement de 399 485 € de subventions supplémentaires notifiées depuis le budget primitif. Une revalorisation des taxes d'urbanisme de 43 171 €, du FCTVA en plus à hauteur de 35 643 € et des cessions de patrimoine à hauteur de 411 844 €. Au niveau des dépenses d'investissement, donc on a plus 405 000 € sur des acquisitions foncières, 386 253 € sur un projet d'amélioration de l'enveloppe bâtie de la cité administrative qui recouvre l'isolation des bâtiments de l'hôtel de ville, du foyer des campagnes et de l'école Jacques Prévert. Et une plus-value sur la chaufferie de la cité administrative pour 96 000 €. Pour rappel, avec un slide précédent qui vous a été présenté au cours de l'examen du budget primitif sur les niveaux d'épargne prévisionnelle donc qui sont modifiés, donc des recettes de fonctionnement globales sur le budget à hauteur de 14 295 000 €, qui sont équilibrées avec des dépenses de fonctionnement d'11 283 000 € et un autofinancement prévisionnel qui, pour l'instant, à hauteur de 3 millions d'euros, n'évolue pas. Au niveau des recettes d'investissement, donc on retrouve l'autofinancement prévisionnel, de nouvelles cessions immobilières qui viennent augmenter les ressources sur la section d'investissement pour 1 595 000 €. La prévision de recours à l'emprunt qui, pour l'instant, n'évolue pas, on est à 1 100 000 €
d'autres recettes financières qui sont comptabilisées avec notamment l'augmentation du FCTVA à hauteur d'1 128 000 euros et donc les subventions d'investissement qui représentent 1 847 000 euros sur le budget primitif de 2022. Au niveau des dépenses d'investissement, la partie remboursement de capital des emprunts et le remboursement à l'EPF Occitanie n'a pas évolué depuis le budget primitif. Et on passe au niveau de dépenses d'équipement, y compris les restes à réaliser, à 5 millions, quasiment 5 millions et demi d'euros. Donc voilà sur la présentation de l'ADM du budget principal. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Je vous propose donc de la passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et pour la décision modificative numéro 1, mais ce coup-ci du budget annexe du camp Hôtel, je laisse la parole à Frédéric. Prenez, il y a une introduction à Frédéric Roy. Donc la décision modificative sur le numéro 1 sur le budget annexe du camp Hôtel donc, est beaucoup moins lourde que celle du budget principal. C'est uniquement un virement de crédit sur la section d'investissement pour laquelle donc, on avait provisionné pour des dépenses imprévues à hauteur de 20 000 euros au niveau du budget primitif. Donc on retire 10 000 euros sur cette provision pour venir abonder le chapitre des immobilisations corporelles pour répondre à une obligation en matière de mise aux normes électriques de la partie camping du camp hôtel, dont les obligations sont renforcées par une nouvelle réforme et par une évolution de prix compte tenu des obligations supplémentaires. Il y a des questions particulières sur l'ADM camp hôtel, donc je la passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 10, la reprise des provisions pour risques et charges et pour dépréciation des éléments d'actifs. Je laisse la parole à René Verdeil. Alors, reprise de provisions pour risques et charges et pour dépréciation des éléments d'actifs. Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'en application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision dès qu'apparaît un risque qui va générer une sortie de ressources vis-à-vis d'un tiers, sans contrepartie au moins équivalente et dont la réalisation est rendue probable par un événement survenu ou en cours. Monsieur le maire rappelle également la délibération en date du 30 septembre 2020, par lequel il avait été autorisé à constituer des provisions pour risques et charges et pour dépréciation des éléments d'actifs. L'état des provisions actuellement constituées est établi comme suit. Provision pour risques et charges au compte 15, provision pour litige 59 000 euros, pour dépréciation des éléments d'actifs compte 49, dépréciation compte de redevables 124 000 euros, dépréciation compte débiteurs divers 103 266 euros 01. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'au vu de l'état d'admission en non-valeur présenté par le trésorier, il convient d'effectuer une reprise sur provision pour dépréciation d'éléments d'actifs de 23 415 euros. Par ailleurs, le contentieux opposant la ville à la SCI 2AB s'est soldé par une condamnation de la ville à verser la somme de 56 685 euros en réparation des préjudices subis, majorés de 7 182,24 euros de pénalité et frais en application de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Il convient donc d'effectuer une reprise sur provision pour risque à hauteur de la totalité de la provision constatée, soit 59 000 euros. On solde donc cette affaire-là. Après reprise, le nouvel état de provision constitué s'établira comme suit. Provision pour risque et charges compte 15, il nous en reste encore. Il n'y en a plus, pardon. Provision pour litige, c'est soldé, c'est ce que je viens de dire. Provision pour dépréciation d'éléments d'actifs compte 49. Il reste dépréciation compte de redevables 100 585 euros. Dépréciation compte débiteurs divers, il reste 103 266 euros 01. Monsieur le maire sollicite donc du conseil l'autorisation d'effectuer ces reprises de provision. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Puisqu'il n'y en a pas, je le passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 11, qui est la convention avec l'établissement public d'enseignement agricole Montpellier-Orbéro pour la gestion de l'atelier pédagogique personnalisé pour la reconduire sur l'année 2021. Je propose à Nicole Vicente de la présenter. Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire.
Monsieur le maire propose au Conseil de reconduire pour l'année 2021 la convention avec l'établissement public d'enseignement agricole Montpellier Orbe Hérault pour la gestion de l'atelier de pédagogie personnalisée de Pézenas. C'est une convention qui revient chaque année. Pour arriver en début d'année, il faudra s'améliorer sur ça. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 12, l'autorisation permanente de poursuite accordée au comptable public. Je propose à René Verdeil de la présenter. Autorisation permanente de poursuite accordée au comptable public. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée délibérante que le Code général des collectivités territoriales pose le principe que chaque poursuite de débiteur n'ayant pas acquitté sa dette envers une collectivité territoriale doit avoir l'accord préalable de l'ordonnateur. Cependant, pour des raisons de commodité, pour éviter d'avoir chaque fois des échanges sur le sujet, pour des raisons de commodité et d'amélioration du recouvrement des recettes communales, il est possible de donner une autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces démarches sans demander systématiquement l'autorisation de l'ordonnateur. Ainsi, le trésorier d'Agde, chargé du recouvrement des recettes de la ville, sollicite le conseil municipal pour qu'il lui accorde sur la durée du mandat en cours une autorisation permanente de poursuite étendue à tous les actes de poursuite, mise en demeure, opposition à tiers détenteur, saisie des rémunérations, saisie immobilière, envers les débiteurs de la ville qui n'ont pas réglé leurs dettes dans les temps. Monsieur le maire sollicite donc du conseil municipal l'autorisation d'accorder au trésorier d'Agde une autorisation permanente de poursuite étendue à tous les actes de poursuite. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 13, qui est l'attribution d'une subvention de fonctionnement événementiel au Cercle athlétique pissénois pour l'organisation du 22e meeting athlétisme. Je propose à Thomas Guiraud de la présenter. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci Armand. Monsieur le maire informe le conseil que le Cercle athlétique pissénois a sollicité l'attribution d'une subvention événementielle de fonctionnement pour participer au financement du 22e meeting d'athlétisme de Pézenas. Monsieur le maire propose au conseil municipal de soutenir financièrement l'organisation de cette manifestation qui concourt pleinement à l'animation de la commune et à son rayonnement. Il est ainsi proposé d'attribuer au Cercle athlétique pissénois une subvention de 8 000 € pour la tenue de cet événement sportif dont le budget prévisionnel est établi à hauteur de 16 600 €. La subvention sera versée sous réserve de la réalisation effective de la manifestation. L'association sera tenue de rendre compte de son action relative au programme présenté à la commune. Par ailleurs, la commune pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour s'assurer du bien fondé des actions entreprises par l'association et du respect de ses engagements vis-à-vis de la commune. L'association sera tenue de présenter le rapport financier définitif de la manifestation, certifié par un comptable ou par un commissaire aux comptes. Il est précisé que le montant de la subvention pourra être revu à la baisse au prorata des dépenses réellement engagées au regard du budget prévisionnel. J'en profite pour ajouter que le meeting se tient samedi au parc municipal des sports. Voilà, vous êtes conviés, bien sûr, bien évidemment. Et le club a dû déposer des invitations dans vos boîtes aux lettres. Tout à fait. Jusqu'au dernier moment, c'est pour ça qu'elle passe que là, ils ne savaient pas s'ils le maintiendraient ou pas, selon les jauges et les conditions sanitaires. Et donc, du coup, ils courent un peu après le temps, ce qui est normal, de courir dans un club d'athlétisme, mais après le temps, peut-être un peu moins sur l'organisation. Mais il aura bien lieu, et c'est un des premiers meetings d'athlétisme qui reprend dans la région et même en France. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais présenter le point sur la création d'une autorisation de programme AP, crédit de paiement CP pour le financement des travaux de la traversée urbaine RD 913 du carrefour de la Paix à la place Bonnet. Il s'agit donc d'une mesure budgétaire pour inscrire et étaler dans le temps ces projets de travaux, ce qui nous permet à la fois de concrétiser nos demandes de subventions et les marchés de maîtrise d'assistance, de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'œuvre, de pouvoir les passer ou en tout cas les lancer pour ce projet en ayant une première enveloppe budgétaire qui pourra être affinée évidemment avec le temps. Cette enveloppe budgétaire est de 6 235 200 000 €, étalée sur 4 exercices budgétaires, donc 4 crédits de paiement en 2021 pour 24 840 €, en 2022 pour 1 826 204 €, en 2023 pour 4 168 344 € et en 2024 pour 215 812 €.
Donc pourquoi un montant aussi élevé? Ça peut être la question que tout le monde se pose. Parce qu'évidemment, dans un projet comme cela, on ne se contentera pas de refaire la bande roulante, mais on va devoir refaire les réseaux, et qu'il a été décidé d'un commun accord avec la communauté d'agglomération que pour l'instant, nous porterions ou nous suivrions l'intégralité du projet, la communauté d'agglomération intervenant après, financièrement, évidemment, en déduction des dépenses que nous aurions engagées ou mandatées pour ces compétences. Mais il semblait plus judicieux et plus fonctionnel qu'il y ait un intervenant unique, que ce soit la commune, évidemment, en coopération et en collaboration étroite avec les services de la communauté d'agglomération, comme des autres collectivités qui auraient à intervenir. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 15 est une demande de subvention dans le cadre du plan de relance pour la rénovation thermique de la cité administrative, donc 3 séries d'interventions. L'isolation thermique des bâtiments qui constituent la cité administrative, soit les écoles Bobby-Lapointe, mais par souvenir ou compréhension plus facile, on a rajouté Vallès et Perrault pour que chacun les situe comme il le faut. Le bâtiment Zévor et cette salle de la Maison du Peuple, enfin les salles surtout au-dessus des bains-douches. La mise en place d'un double vitrage sur les menuiseries de l'hôtel de ville et le remplacement des menuiseries des salles au-dessus de la Maison du Peuple, et la mise en place de brises soleil orientables pour l'école Jacques Prévert. La dépense globale est estimée à 320 998,93 € hors taxe, soit près de 385 000 €, 198,71 TTC. La subvention que nous sollicitons auprès de l'État dans le cadre de la DSIL représente 80% de la dépense, soit 250 799,14 €. Elle s'inscrit dans les prérogatives et dans les annonces effectives maintenant du plan de relance. Les travaux doivent débuter avant la fin 2021, puisqu'évidemment le plan de relance doit être une relance effective et concrète dès l'année 2021 et se terminer au plus tard le 31 décembre 2022. Donc nous vous demandons officiellement l'autorisation de solliciter et d'obtenir ces subventions auprès de l'État pour pouvoir réaliser ces travaux que nous avons inscrits dans la décision modificative, tant en dépenses qu'en recettes, celle que vous venez de voter tout à l'heure. Je me permets juste d'ajouter une chose, c'est qu'entre ces travaux d'isolation des bâtiments, enfin c'est 320 000 € et le réseau de chaleur de 530 000 € environ, nous sommes sur de l'hors-taxe, mais c'est plus de 850 000 € hors-taxe qui seront investis dans la rénovation thermique et le chauffage des bâtiments sur les mois, voire les années à venir, ce qui est assez conséquent, mais le besoin était assez prégnant. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Marie? Oui, non, je voulais juste, je vous remercie d'avoir inscrit tant de dépenses pour la rénovation énergétique, puisque c'est le secteur du bâtiment, il représente quand même 43% des consommations énergétiques annuelles en France et génère 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la transition énergétique est essentielle pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'on a des indicateurs sur la performance énergétique des bâtiments aujourd'hui et qu'est-ce qui est prévu sur cette isolation, sur la norme environnementale? Malheureusement, je crois que Mme Maraval a dû s'absenter. Je ne sais pas si elle est là pour nous répondre. Elle s'est absentée pour raison personnelle, mais d'abord, il y a une étude, si vous le souhaitez, on pourra vous l'adresser, qui avait été faite pour le réseau de chaleur, qui date de 2018, si je ne me trompe pas, de consommation et de préfiguration énergétique des bâtiments. Ce que les services estiment aujourd'hui, c'est qu'on peut au moins faire une économie de 30% d'énergie et de dépenses énergétiques sur ces bâtiments-là. C'est après de la théorie qu'il faudra confirmer dans les faits, sachant que peut-être qu'une meilleure isolation permettra aussi d'envisager une climatisation efficiente dans les bureaux, parce qu'au moins de l'hôtel de ville, enfin, dans les bureaux administratifs, parce qu'aujourd'hui elles ne sont pas forcément efficientes. C'est aussi au-delà de la rénovation thermique, mais les deux vont ensemble, le confort des usagers qui est visé. Il y a une étude complète qui peut être adressée, y compris le dossier de demande de subvention complet qui peut être adressé et qui sera plus technique et complète que ce que je peux l'être.
D'accord, merci, parce que c'est effectivement pour avoir une idée sur la performance énergétique que va générer ces dépenses, ça nous donnera l'évolution justement de ce type d'investissement. Ça me semble intéressant vis-à-vis de nos concitoyens d'avoir ce type d'indicateur. J'avais une deuxième question. Est-ce que cette rénovation énergétique fait suite au diagnostic des conseillers en énergie d'Hérault Énergie qui étaient venus visiter le bâtiment de la cité administrative? Je pense qu'elle est complémentaire, mais la demande avait été engagée avant que les conseillers d'Hérault-Énergie viennent, mais puisque c'est eux qui suivent le réseau de chaleur, comme vous le savez, le dossier a été à travailler en commun, mais la demande avait été engagée dès que le plan de relance de l'État a été annoncé, que la rénovation énergétique des bâtiments figurait en bonne place de ces annonces, dont on ne savait pas si elles seraient concrètes et si nous y serions élus. Et ça nous paraissait indispensable, ou en tout cas l'occasion ou jamais, de pouvoir engager ces travaux qui sont conséquents et qui sont financés à 80%, ce qui est le maximum de subventions qu'on puisse obtenir. Mais sans cette subvention-là, je ne suis pas convaincu qu'on l'aurait lancé aussi vite. Tout à fait. Donc, je vous remercie, Monsieur le maire, de toutes ces précisions et en tout cas d'axer sur la rénovation thermique et énergétique des bâtiments ouverts au public, en particulier des écoles qui sont des bâtiments essentiels pour la vie de notre ville. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 16 est une demande de subvention pour travaux de rénovation du centre de loisirs de Castelsec. Je propose à Aurélie Mialon de le présenter. Alors, Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il est projeté d'entreprendre des travaux de rénovation au sein du centre de loisirs de Castelsec. Il s'agit de travaux de carrelage au sol pour une salle, un hall et un bureau d'accueil. Le montant estimatif des travaux s'élève à environ 8 298,86 €. Monsieur le maire sollicite le Conseil l'autorisation de déposer des demandes de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale et de tout autre organisme ou collectivité qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de ces travaux. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les questions de ressources humaines 17, 18, 19, je laisse Benoît Blanc les présenter. Et 20. 17, 18, et 20, effectivement, merci. Alors, le point 17, modification du règlement intérieur des ressources humaines et des jours de congés spéciaux attribués pour raisons familiales. Il est proposé au conseil municipal de compléter le règlement intérieur ressources humaines et d'intégrer aux autorisations d'absence pour raisons familiales le décès d'un descendant direct de second degré. Le comité technique a déjà rendu un avis favorable lors du comité technique du 14 juin. Donc, c'est la question 17. Est-ce qu'il y a des questions particulières? S'il n'y en a pas, je la passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 18. Le point 18, il est rappelé au Conseil que la collectivité apporte son soutien aux agents engagés dans les actions de formation afin de favoriser leur évolution et leur professionnalisation. Dans ce cadre, il est proposé d'octroyer des autorisations spéciales d'absence rémunérées pour permettre aux agents de passer des concours et examens. Chaque agent, titulaire ou contractuel, bénéficiera alors de 3 jours fractionnables par demi-journée par an sur présentation de justificatif. Un éventuel refus de la collectivité ne pourra être assimilé à une sanction individuelle, mais sera motivé. Le comité technique a également rendu un avis favorable lors de la séance du 14 juin. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur le point 18? Donc, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 19. Il est rappelé au Conseil que la collectivité apporte son soutien aux agents engagés dans les actions de formation afin de favoriser leur évolution et leur professionnalisation. Dans ce cadre, il est proposé que les agents puissent bénéficier de l'usage d'un véhicule de service pour se rendre à la convocation d'une formation, d'un concours ou d'un examen. Cet usage est sous réserve de l'accord de la collectivité qui souhaite par ailleurs favoriser le covoiturage. Un éventuel refus ne pourra être assimilé à une sanction individuelle mais sera motivé. Le comité technique a également rendu un avis favorable lors de la séance du 14 juin. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et le point 20.
Il est proposé au conseil municipal d'adopter des cycles de travail permettant un fonctionnement des ateliers municipaux pendant l'été, accroissant le confort des agents et leur efficacité sur leur terrain. L'organisation suivante serait valable à partir, alors, petite modification simplement à apporter, non pas 1er juillet, mais il faut lire le 21 juin, et ce donc jusqu'au dernier vendredi des vacances scolaires. Je vous laisse prendre connaissance des horaires qui sont proposés en dessous. J'apporte une simple modification sur la question du cimetière. Je vous propose de ne pas en tenir compte car compte tenu des enterrements qui peuvent avoir lieu tout au long de la journée et la fermeture nécessaire en fin de journée, ça ne sera pas applicable ainsi. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, ce sont des dénominations de voies. Donc, je vous en propose une première. Il s'agit du parvis de l'école maternelle Robert Desnos à la demande des enseignants et en accord avec la famille. Nous avons souhaité qu'il puisse porter le nom de Carmen Rodriguez, la directrice de l'école récemment décédée. Donc, nous vous soumettons cette proposition aux voix. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point B dans les dénominations de voies est un impasse derrière la gendarmerie. On vous propose le nom d'impasse de la Perrière puisque c'est le lieu-dit. Voilà, il nous a semblé simple de le nommer du lieu-dit. C'est toujours plus compliqué de nommer des impasses que des rues. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous avez reçu le tableau des décisions hors commande publique. Est-ce qu'il soulève des questions de votre part? Non. Le tableau des décisions commande publique, est-ce qu'il soulève des questions de votre part? Non. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui. Bonsoir Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus. C'est avec une immense émotion que nous voulons rendre hommage ce soir à Stéphane Vanier, céramiste à Pézenas, disparu foudroyé en plein cœur cette semaine. Stéphane Vanier était un créateur de talent, céramiste de la terre mêlée, un artisanat physique et très difficile. Il était adhérent d'Ateliers d'Art de France et reconnu par ses pairs. La famille des artisans et créateurs métiers d'art de Pézenas est en deuil. Nous pensons à son épouse Rachel, à son fils et à toute sa famille. Je vous remercie pour cet hommage. Nous y associons évidemment. Stéphane Vanier et Rachel faisaient partie de ces artisans du quartier haut de la ville, puisque c'est la rue qui mène au château et qui participait à l'animation et à la plus-value artisanale de ce quartier-là. Effectivement, c'est un artiste et artisan qui manquera à la ville. J'espère que nous trouverons, ou que Rachel aura la force de poursuivre d'une manière ou d'une autre son œuvre. Mais nous associons à cet hommage et je vous en remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je vous propose de lever la séance. Il y aura une séance en juillet. On vous communiquera au plus vite la date. Je vous souhaite une bonne soirée.